Oui. On est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre Café Perspective. En ce samedi 13 mars 2021, nous avons d'honorables invités pour une vision prospective du progrès technique en Afrique. Donc, quand on parle de progrès technique, on parle d'une perception dont l'image est orientée vers l'avenir. Forcément. En ce sens, nous allons frôler au cours de ce café perspective un ensemble de domaines pour une perception futuriste dont le progrès est au centre. Donc, comme vous savez, le progrès technique intervient dans divers domaines, surtout les sciences dites expérimentales. C'est pour ça que nous sommes avec Dr Sow Mohamedou, qui est statisticien, et Dr Mohamed Ussi, qui est mathématicien-chercheur. Donc, les sciences dites expérimentales à travers la physique, la chimie, sciences de la nature, biologie et médecine. Donc, le progrès technique désigne alors l'ensemble des éléments mis en œuvre pour l'amélioration des modes de vie avec une croissance de la productivité. Donc, mais aussi et surtout l'innovation. Donc, les spécialistes nous diront tout à l'heure. Le progrès technique est donc lié aux travaux de recherche et de développement. Au sens large, le progrès technique recouvre dans l'ensemble des innovations de toute nature. Le progrès technique a un impact positif sur l'activité humaine et de nos jours, on différencie le progrès technique à deux niveaux. Innovation de produits et innovation de procédés. Innovation de produits en apportant des innovations majeures qu'on peut appeler innovation incrémentale ou en boostant l'activité humaine, et de l'autre côté, des innovations de procédés qui consistent à une innovation organisationnelle, organisation du travail, ou à l'amélioration du temps de travail. Donc, nous avons deux types de progrès techniques selon le regard des économistes. On a le progrès technique exogène et le progrès technique endogène. Exogène, qui est la conséquence des progrès de la science, qui impacte positivement l'activité humaine dans les domaines qui seront en question, et aussi le progrès technique endogène, qui est le fruit des activités humaines et économiques. Donc, il s'appuie sur le capital intellectuel à travers une bonne formation. Donc, non seulement le progrès technique crée de l'emploi, il transforme aussi la société, il transforme l'emploi. De ce fait, le progrès technique devient un besoin social. Donc, nous sommes avec M. Sow Mohamedou, comme je l'ai dit tantôt, mathématicien, statisticien, docteur en statistique, mathématicien statisticien, docteur en statistique de l'Université de Bordeaux, ingénieur de recherche à l'ADERA, organisme aquitain qui associe universitaires, ingénieurs et entrepreneurs au sein des laboratoires d'Aquitaine. C'est bien ça, M. Sow? Oui, c'est bien. Bonsoir. Sow travaille dans l'équipe aquitaine de l'UMR. UMR qui signifie Unité Mixte de Recherche, comme on est ensemble à Bordeaux, je connais bien. Donc, c'est NRS 5805, époque Université de Bordeaux. Et nous étions censés être avec le docteur Kleib, qui est médecin neurochirurgien, mais je n'ai pas eu d'infos. Et M. Mahamadou Si, notamment présent, est docteur en mathématiques. Il a traduit les mathématiques en poulard. C'est par ça que j'ai commencé, dès qu'il est rentré dans le live. Il est actuellement chercheur à l'Université de Virginie. Donc, bonjour, docteur, avec S. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais commencer par Mohamed Sow. Quels sont les progrès que vous voyez actuellement en Afrique, et qu'est-ce que le progrès peut apporter? Est-ce qu'il peut créer ou répondre à de nouveaux besoins? Merci Suleiman. Merci Suleiman. Donc, je remercie aussi Perspective Afrique pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce live. C'est mon premier live. Je salue aussi les internautes qui nous regardent. Et je te remercie aussi pour l'introduction et la présentation. Donc, pour le besoin de mon intervention, c'est une question qui n'est pas évidente à répondre, mais pour le besoin de mon intervention,
je vais essayer de revenir sur la définition du progrès ou la notion de progrès technique. Donc, le progrès technique, bon, comme tu l'as si bien dit, est l'accumulation de connaissances, donc de compréhension, de moyens scientifiques et technologiques qui font que l'être humain progresse dans sa recherche de solutions. Donc, ça peut être dans le domaine technologique, dans le domaine médical ou dans le domaine environnemental. Donc, le progrès technique est bien l'une des sources majeures de la croissance économique, c'est-à-dire de l'augmentation des richesses créées dans une économie. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, donc nous savons tous que l'Afrique, c'est un continent qui connaît depuis plusieurs décennies l'une des croissances digitales les plus dynamiques au monde. Les principaux indicateurs sont en constante hausse. Donc, nous avons 82% de la population qui possède un mobile, soit 1,08 milliard de connexions mobiles, et ce, malgré des infrastructures en qualité insuffisante, une couverture réseau fragmentaire, une alimentation électrique instable et une facture numérique assez lourde. Donc, cette transformation digitale croissante des entreprises et administrations entraîne la production de quantités importantes de données qui proviennent de sources hétérogènes, donc bases de données, des audios, des vidéos, des images, des mails. Et elles sont si volumineuses qu'elles deviennent impossibles à traiter par la capacité humaine ou les technologies classiques de gestion de bases de données. Or, on sait aujourd'hui que plus de données ne donnent pas seulement plus d'informations, donc plus de données, donc permet d'accéder à de nouvelles choses, d'y voir plus clair ou de voir sous un nouveau angle. Encore, faut-il pouvoir collecter les données, les manipuler, les exploiter et les valoriser. Donc, en Afrique, même si l'engouement autour de la valorisation des données massives, ce qu'on appelle communément le big data, semble encore quelque peu mesuré, certains experts misent déjà sur elle pour relever les défis actuels de développement. Donc, de nombreuses initiatives et cas d'usage du big data sont déjà en cours dans de nombreux pays africains et surtout dans des secteurs banque, finance, assurance, tourisme et marketing. Un ensemble de cas d'usage qui tournent autour de l'amélioration de la connaissance du client. Donc, afin de lui proposer le bon produit au bon moment et aussi de trouver le bon client. Donc, grâce à l'analyse prédictive et de l'apprentissage automatique, donc qui est un champ d'étude de l'intelligence artificielle, on arrive à identifier le bon client donc pour lui proposer au bon moment le bon produit. Il y a aussi de nombreuses initiatives dans le but de vulgariser la collecte et la diffusion des données des États et des collectivités publiques anonymisées, donc ce qu'on appelle aussi l'open data, donc des données qui sont accessibles et réutilisables, donc qui sont libres de droit, sur des plateformes d'accès centralisées. Donc, malgré toutes ces initiatives africaines qui ont le mérite d'exister, la faiblesse et la sécurisation des infrastructures technologiques adaptées, le manque d'accessibilité aux données ou encore des compétences humaines pointues à la matière sont autant de défis que le continent devra relever afin de bénéficier de toutes les retombées de la big data. Nous pouvons appliquer les technologies du big data et de l'apprentissage automatique à d'autres buts qui sont d'intérêt vital, en particulier la santé ou l'environnement. Par exemple, dans le domaine environnemental, la collecte, le stockage et l'analyse de données pourraient nous aider à la gestion durable et responsable de nos ressources naturelles. En Mauritanie, par exemple, nous avons des problèmes d'échouage de poissons et de baleines sur nos côtes. C'est un problème qui devient de plus en plus récurrent avec l'augmentation du trafic maritime et qu'on n'arrive pas à expliquer avec les analyses classiques de l'eau. Je pense, par exemple, que l'analyse du son couplée à des variables, à d'autres variables, pourrait apporter la réponse à ce problème d'échouage. En fait, les mammifères marins donc, utilisent le son pour se déplacer, se nourrir et communiquer. Donc, si ce son il est brouillé, ça pourrait perturber la communication et désorienter ces espèces. Donc, nous pouvons aussi essayer de faire trouver des corrélations entre
ces périodes d'échouage avec l'augmentation, avec les fréquences du trafic maritime. Donc, tout ça, c'est des choses qui pourraient nous aider à apporter des réponses par rapport à ces échouages. Donc, toujours dans le domaine environnemental, avec la ruée vers l'or qui a commencé au Soudan en 2012, puis gagné toute l'Afrique de l'Ouest, il y a un vrai travail à faire sur l'impact de l'orpaillage sur la santé humaine et sur l'environnement. En fait, les orpailleurs utilisent le mercure pour extraire de l'or. Et le mercure, donc, dans sa forme organique, c'est un métal qui est très toxique. C'est un métal qui est trop toxique. Donc, la forme organique s'appelle le méthylmercure, qui est trop toxique. Et il se retrouve dans nos côtes et rivières et se concentre surtout dans la chaîne alimentaire. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur les données de la Guyane française, où certaines côtes et rivières sont irrémédiablement contaminées à cause de l'orpaillage. Donc là aussi, il y a des vraies conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Dans le domaine de la santé, il y a pas mal d'applications aussi de la big data. Par exemple, l'analyse des bases de données génétiques permet d'identifier des gènes clés prédisposant à certaines maladies comme le cancer. Donc, avec le changement climatique aussi, avec l'élévation du niveau des côtes, nos villes sont confrontées à des problèmes d'inondation. Avec des données fiables aussi, nous pouvons surveiller en temps quasi réel l'évolution de nos côtes ou des océans. Donc, pour finir, je pense que l'Afrique pourrait améliorer la collecte et l'exploitation des données massives produites localement en investissant dans des centres de données locaux, en renforçant les législations sur la souveraineté et la protection des données privées, en créant aussi des filières de formation spécialisées dans le big data et l'intelligence artificielle. Je pense que je vais m'arrêter ici et puis j'aurai l'occasion de revenir sur certains points s'il y a des questions. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Sow. Moi, je dis monsieur, mais comme on se connaît, Sow est notre doyen à Bordeaux. Donc, doyen, nous avons beaucoup échangé autour de beaucoup de choses et de concepts. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Monsieur Mohamedou Si, bonjour. Bonjour, Suleiman. Je suis très content d'être ici et je remercie Perspective Afrique, toi donc et tes collègues. Je suis aussi très content de rencontrer ici pour la première fois mon cousin Sow, Mohamed, et mon compatriote aussi. Docteur, juste vous poser la question. Oui. Qu'entendez-vous par progrès technique dans le cadre de la recherche et du développement? Oui, d'accord, je viendrai à cela. Et ce que j'entends par progrès technique, c'est avant tout, bon, je vais avoir une vision plus fondamentaliste pour tenter d'être complémentaire, pour ne pas répéter ce que mon cousin a si brillamment décrit. Donc, je vais tenter de rester très fondamentaliste là-dessus et de décrire ça comme des sursauts de notre compréhension des phénomènes qui nous entourent, des phénomènes de notre environnement, qui nous permettent de mieux interagir avec l'environnement. Donc, ce sont des sortes de sursauts. Alors, on peut le voir à travers l'histoire. Quand on a pu apprivoiser le feu, alors ça nous a ouvert un champ de contrôle sur notre environnement. Ça, c'est un progrès technique. Quand on a pu apprivoiser des phénomènes tels que l'agriculture, ça nous a donné une certaine aptitude de maîtrise sur notre vie qui a eu des conséquences
extrêmement importante sur notre façon d'être en tant qu'humain. Ça, c'est un progrès technique. Quand on a pu, par exemple, inventer l'imprimerie, l'écriture d'abord, mais l'imprimerie après, ça a eu des conséquences extrêmement importantes sur la civilisation humaine. Et ensuite, maintenant, on peut remonter tout cela et venir aux sciences modernes, quand on a pu, par exemple, mathématiser l'environnement ou les phénomènes naturels, quand on a pu décrypter ce qui se passe et décrire ça en termes mathématiques, et donc ne plus avoir besoin, en tout cas avoir peu de besoin d'être en contact avec le phénomène lui-même, de pouvoir juste faire des calculs, et c'est au cœur de ce que mon collègue Sow disait tout de suite, juste pouvoir faire des calculs pour pouvoir prévoir, ça a été un progrès extrêmement important. Donc, c'est plus sur cet angle-là et que je trouve assez complémentaire avec l'angle que Sow a pris, que je voudrais m'élargir sur à travers donc notre discussion. Et ainsi, j'en viens donc au fait qu'il n'est que urgent de développer des sciences fondamentales. Il est vrai que des problèmes concrets requièrent de solutions concrètes. Si, par exemple, on revient au problème que mon collègue Sow a soulevé tout de suite, un problème environnemental extrêmement important, qui est celui, par exemple, de ces animaux qui échouent sur les côtes. Vous savez que c'est un problème environnemental extrêmement important, ou de l'impact de certains produits toxiques dans nos alimentations ou nos lieux de vie immédiats qui peuvent avoir des conséquences extrêmement désastreuses sur notre santé. Et voilà. Et tout cela, ce sont des problèmes concrets qui appellent à des solutions concrètes, mais il faut qu'on se souvienne que ces solutions concrètes viennent de théories, mais il faut que je précise, en science, quand on parle de théorie, on ne parle pas de théorie comme on l'entend dans la vie de tous les jours, que ça c'est une théorie, donc voilà. C'est plus un ensemble cohérent de compréhension sur un sujet donné ou sur un domaine donné. On peut parler, par exemple, de théorie de la relativité, qui est un ensemble cohérent de connaissances sur la gravitation, par exemple. Voilà. Donc, quand on parle de théorie, je parle de quelque chose qui a beaucoup de valeur scientifique, qui a une valeur primordiale. Donc, pas de théorie dans le sens où on l'entend dans notre vie de tous les jours. Donc, ainsi que je disais, ces problèmes qui appellent à des solutions concrètes, ces solutions-là sont basées sur des théories qui sont extrêmement fondamentales. Et développer en Afrique une science fondamentale a donc des conséquences directes sur des problèmes concrets qui se posent en Afrique, que ce soit des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes donc, qui ont des interconnexions, évidemment, des problèmes démographiques, des problèmes d'emploi, des problèmes climatiques, mais qui sont toujours interconnectés, qui ne sont pas indépendants du tout. Alors, c'est ainsi donc que j'appelle à l'acquisition de ces sciences, à leur implémentation véritable, au développement des sciences en Afrique, mais un développement vraiment africain. Parce que j'ai du mal à croire, et ça peut-être qu'on va me démontrer le contraire, mais j'ai du mal à croire une société qui veut prendre sa destinée en main, c'est-à-dire régler ses propres problèmes, ou en tout cas être très actif dans la résolution de ses propres problèmes, avoir la responsabilité, même si on se fait aider, ça, voilà, il faut qu'on se fasse aider à chaque fois.
j'ai du mal à croire une société qui va avoir une telle position, ne pas avoir une école qui lui soit propre. Ce que je veux dire, c'est une école qui tient compte de certaines réalités. Si je parle de réalité, je ne suis pas vraiment dans cet esprit qui veut séparer l'Afrique du reste du monde. Non, je parle des cultures qui permettent à un peuple, à une société, de se développer tout simplement. Parce que si je veux enseigner les mathématiques qui sont si fondamentales et qui peuvent, une fois développées, résoudre des problèmes, il faut quand même que je passe par la culture. Il va falloir que j'enseigne à l'école et les gens, en tout cas les jeunes gens que j'aurai devant moi, seront élevés dans une certaine culture et il faut bien que je traverse cela, en tout cas que j'associe cette culture dans cette science, ou avec cette science que je veux leur transmettre, de sorte que, juste que ces jeunes puissent recevoir le message contenu dans cette science. Et encore une fois, quand on a devant soi donc des jeunes de 6 ans ou 5 ans qui ont une certaine culture, une certaine langue, leur enseigner la science à travers une langue qu'ils ne maîtrisent pas, je crois que c'est juste une sélection inutile. Voilà, donc vous comprenez bien où je veux en venir. Et c'est c'est un de mes sujets qui me fascine et que j'essaie de comprendre tous les jours et sur lesquels j'essaie aussi d'agir. Mais ce que je veux dire, c'est que l'implantation, l'acquisition, le développement des sciences en Afrique que je préconise et qui pourront donc avoir des conséquences dans la résolution de nos problèmes techniques concrets, passera aussi par une certaine association avec la culture, ce qui déterminera un développement véritable, une implantation véritable de la science. Parce que il ne s'agira pas juste d'avoir des écoles, il faut que cette école soit aussi, je veux dire, basée, complètement absorbée par cette culture. C'est comme ça que ça marche. Une fois qu'on a cela, on supprimerait donc toute cette sélection complètement inutile, mais revenons, je suis en train de prendre du temps peut-être, donc je dois conclure dans combien de minutes? Vous avez 2 à 3 minutes pour essayer. Ok, 2 minutes, c'est largement suffisant. Parce que je veux bien écouter mon collègue Sow, donc je ne veux pas abuser du temps. Et ce qui se passe, donc, c'est ça. C'est que on est d'accord sur le diagnostic qu'il faut développer la science, la technique et qu'on a des opportunités. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudra que cette école-là s'imprègne bien de la culture et qu'on change radicalement notre façon de faire jusqu'à maintenant, que l'école elle-même, je veux dire, par exemple, si on veut faire de la science en Afrique, dans un village reculé ou, je ne sais pas, même si c'est dans une ville assez, je ne sais pas, cosmopolite, il faudra prendre la culture de ce pays, les langues de ce pays-là, comme un atout. C'est ça mon point de vue dans cette affaire. Il faudra prendre cela comme un atout. Ne pas voir la culture comme quelque chose, comme, enfin, une vision même, excusez-moi du terme, mais assez colonialiste finalement. De dire que voilà, on vient, on va développer les choses, voilà, parce que ces cultures-là ne sont pas assez scientifiques, etc. Alors que tout ça, on peut vraiment discuter ça plus tard, mais ça n'a aucun fondement scientifique. Ce qui se passe, pour même ne rien qu'être efficace, sans même avoir une autre considération politique, idéologique, rien du tout, juste pour être efficace dans la transmission du savoir, il faut enseigner dans les langues. Et donc, voilà ma perspective et c'est ainsi que je compte aborder donc cet échange.
en revenant voilà, sur les fondements de notre école, de l'interaction entre nos langues et cultures avec la science moderne, et surtout de comment penser la coopération scientifique et technique entre une société comme la société africaine, telle qu'on la connaît maintenant, et des sociétés, disons, extérieures, où la science prédomine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mahmoud Essi. Je rappelle, Dr Mahmoud Essi a écrit 2 ouvrages en couleur, les mathématiques pures. Donc, le président de Perspective Afrique a un souci technique. On est à l'ère du numérique. Ça se voit encore qu'en Afrique, nous avons des problèmes de connexion. Est-ce que cela peut faciliter l'accès à la science? Bon. De nos jours, la problématique du progrès technique, comme vous le savez, est cruciale. Elle demande à être traitée sous forme d'implication multiforme. Je pense que vous êtes d'accord avec moi jusque-là. Multiforme, juridique, institutionnelle, politique, éducative, comme vous avez dit, docteur Si, et financière, so en parlera, même culturelle, en fait. Il faut que dans nos cultures, on arrive à installer la notion de science au-delà de tout ce qui s'apparente à des niaiseries. Maintenant, quelle est votre analyse sur ces différents points avant de passer à d'autres questions? Les implications multiformes. Monsieur Sow Mohamedou. Elle était aussi intéressante, ton intervention, monsieur Mohamedou Si. Tu as parlé de recherche fondamentale. Je voudrais juste rebondir sur ce point parce que nous, on fait beaucoup de l'appliquer. Et si on arrive à faire des applications, c'est parce qu'il y a des gens qui ont passé du temps à développer de la théorie et ça prend énormément de temps. Et actuellement, ils ont même, en Europe, ils ont des problèmes pour avoir des financements. Donc, on ne finance plus la recherche fondamentale. Et on est dans un monde qui va extrêmement vite. Les gens, ils veulent juste de l'appliquer et ça va tellement vite. Du coup, certains qui sont dans la recherche fondamentale, ils ont du mal à trouver des financements, à faire avancer les recherches, alors que c'est la base, c'est le fondement. Par rapport à la culture, je trouve que c'est un point qui est très intéressant parce que les paramètres avec lesquels on mesurait la croissance ou le développement, c'était le PIB. Et ce paramètre, il a dû évoluer au niveau des Nations Unies ces dernières années. Donc maintenant, c'est l'indice du développement humain. Et dans l'indice du développement humain, il y a la culture. L'accès à la culture, c'est un paramètre qu'on prend en compte. C'est plus que le quantitatif. Donc, on prend en compte le qualitatif. Donc, il y a la culture, il y a l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc, par rapport à ça, donc ça a évolué. Et même tout récemment, il y a un indice, je pense au Bhoutan, on parle de l'indice du bonheur. Donc, le fait de pouvoir accéder au savoir avec sa langue maternelle, je pense que c'est quelque chose qui pourrait contribuer à ça. Donc, c'était ça que je voulais rajouter par rapport à ce point, surtout la culture. Je pense que c'est très important de prendre ça. Merci beaucoup, M. Sow. M. Mohamedou Si, pensez-vous qu'il doit y avoir des implications multiformes, aspects juridiques, institutionnels, politiques, éducatifs, financiers et même culturels, pourquoi pas anthropologiques? Oui, je crois que c'est une équation qui prend tout cela et que l'un, d'ailleurs, ne peut pas aller sans l'autre. Quand j'ai voulu aborder, le progrès technique sous l'angle donc de toutes ces impulsions qui ont pu structurer, en tout cas, être à l'origine d'une nouvelle structuration de la civilisation humaine, à savoir la découverte du feu et tout cela. C'est exactement cela que j'avais en tête. C'est qu'il y a toujours une impulsion dans notre compréhension technique de l'environnement et tout ça qui aura des répercussions donc sur
la civilisation, sur notre façon de nous organiser. Évidemment, quand on a découvert, par exemple, les techniques de l'agriculture, ça a complètement changé la civilisation. Alors, c'est en ce moment, par exemple, que le droit sera né, parce que, évidemment, il y aura des grandes cités, et là, il faudra réguler tout cela. Et voilà, et d'autres activités culturelles, enfin, des activités culturelles seront nées à ce moment-là. Là où le chasseur-cueilleur ne pourrait pas vraiment développer tout ça, voilà, parce qu'il n'y a pas une organisation qui peut regrouper tout un tas de personnes, des centaines de milliers de personnes dans une cité. Donc, enfin, et avoir une bonne politique aussi a des répercussions sur la science. Voilà. Il y a toujours ces intérêts. C'est un ping-pong entre 4 entités ou 5 entités qui voilà, incessant et voilà, et qui est très non linéaire. So, pour comprendre le vrai sens du mot non linéaire que je suis en train de dire en tant que mathématicien. Donc, c'est extrêmement compliqué à décrire. Maintenant, en Afrique, là où on en est aujourd'hui, il est vrai que le développement scientifique doit aussi miser sur une certaine forme de politique qui malheureusement nous manque aujourd'hui. Il faut mettre en place une certaine forme de politique. So, à parler tout de suite de manque de financement dans la recherche fondamentale, même dans des pays où la recherche prospère. Et malheureusement, voilà, c'est parce que, bon, il a si bien dit, hein, toutes ces techniques-là viennent donc de cette recherche fondamentale, hein, de cette théorie qui sous-tend toutes ces applications. Mais ce qui se passe, c'est que dès lors que l'industriel a repris l'affaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est de produire, c'est de de rentabiliser ces choses-là. Il ne faut pas prendre un gars qui travaille éventuellement pour le siècle prochain. Enfin, aucun industriel emploierait aujourd'hui Einstein, par exemple. Juste pour te dire combien les choses peuvent être. Aucun intellectuel pourrait aujourd'hui embaucher Newton ou Einstein, bien que ces gens puissent avoir une grande utilité dans l'humanité, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Maintenant, mais les industriels emploieraient bien quelqu'un qui est bien préparé pour... Et ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Non, ça doit exister. Ça nous donne beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on est là en train de faire cette communication, c'est bien qu'il y a eu des applications que des gens s'y sont mis. Seulement, il ne faut pas oublier des théories, parce que si on se contentait, par exemple, des théories qui avaient cours au 19e ou au 18e, 19e, et qu'on disait allez, maintenant, on va juste appliquer le financement, ça va, les théories, on les laisse à côté, on va juste appliquer, on ne serait jamais venu à l'ordinateur. On ne serait jamais venu à l'ordinateur. Il a fallu le développement de la théorie quantique, par exemple, pour pouvoir faire tous ces microprocesseurs qui sont à l'œuvre dans l'ordinateur. Donc, c'est comme ça qu'il faut imaginer. Et en Afrique, il est urgent de prendre cette chose-là en considération. Bien vrai qu'on a des problèmes concrets, il faut avoir des solutions concrètes tout de suite, mais il faut aussi penser à la recherche fondamentale qui a d'autres implications d'ailleurs avant même qu'elle puisse être tout de suite appliquée dans un problème ou un autre. Elle peut avoir d'autres implications beaucoup moins directes que les applications qu'on attend d'elle. Bon, je m'arrête ici pour ne pas abuser du temps. Merci beaucoup, M. Mohamedou-Sy. Monsieur Sow, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il a dit ou à rebondir? Non, je crois que c'est... Je crois que c'est bon. Il faut une vraie volonté politique, donc parce qu'il faut aussi des moyens, et il faut surtout encourager la pluridisciplinarité. Donc les gens, il faut mettre ensemble des gens qui travaillent dans divers domaines. Donc c'est comme ça qu'on pourra faire progresser les choses. Maintenant, un chercheur, tu peux pas juste rester dans ton coin. Nous vivons dans un monde interconnecté.
il faut mettre ensemble des biologistes, des mathématiciens, des physiciens, des électroniciens, des juristes. On a besoin des lois pour encadrer aussi tout ça. Tout à fait, M. Sow, par rapport au génome humain que j'étudie un peu, il y a des lois qui structurent en fait. Par exemple, en France, on ne peut pas blaguer avec les génomes humains. Aux États-Unis, on cherche à l'industrialiser pour limiter les risques. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, il y a Dr. Kleib qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Dr. Kleib. C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Bonjour. 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 Donc, bonjour. Nous avons commencé depuis un moment. À Nouakchott, le temps fait défaut très souvent et la connexion aussi. Donc, je vais vous présenter pour que nos internautes puissent connaître ce que vous faites. Dr. Kleib est neurochirurgien, c'est bien ça. Dr. Ahmed Kleib, vous m'entendez? Il y a un retour de son. Est-ce qu'on peut utiliser les micros? Ça nous évitera les retours de son. D'accord. Donc, les autres, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce que c'est la connexion de Nouakchott. Ça va faire des... C'est bon, je vais couper pour ça. Bon, c'est bon. Donc, vous m'entendez bien ici? Vous m'entendez bien là? D'accord. Dr. Ahmed Saleh Kleib, dit Rémi Kleib, est médecin neurochirurgien, praticien des hôpitaux, c'est ça. Il a exercé au CHRU de Tours. Ensuite, il a exercé à la faculté de médecine, à la faculté de médecine de Nouakchott. Docteur Kleib, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous parler de transfert de technologie et de compétences dans le domaine de la santé à travers le progrès technique? Bonjour, merci Monsieur Sidibé de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre groupe de panélistes. Je vous ai connu en personne lors de mon passage à Bordeaux quand je faisais mon DU d'anatomie et ça a été une des agréables rencontres. Merci. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ma présentation que j'ai trouvée suffisante et je vais aborder des sujets qui me paraissent un sujet difficile parce que vous me rendez la tâche difficile. Mon domaine de compétences est surtout santé et médecine et qui est un domaine assez restreint. Je vais essayer de me lancer un peu tête basse et essayer de vous parler des progrès techniques en Afrique, surtout quand on sait que le fossé scientifique et technologique entre l'Afrique et le reste du monde n'a fait que s'accroître au fil des années et que c'est en partie à l'origine de notre sous-développement. Par contre, dans les années depuis l'indépendance, nous avons eu une première période post-coloniale où on avait des chercheurs en nombre très limité, et alors qu'actuellement, nous avons des universités un peu partout. Par contre, la science et les domaines de la technologie on reste toujours dépendant de l'hémisphère nord, malheureusement. Quand on voit que dans les autres pays, au niveau d'Asie, on remarque qu'ils se sont libérés progressivement de cette cordon ombilical et qu'ils commencent à se développer et après un effort purement individuel et collectif et qui, à mon avis, est passé essentiellement par une formation universitaire et un encouragement de la recherche. Merci beaucoup, Dr. Kleib, pour votre introduction. Normalement, le président de Perspective Afrique était censé être là, mais par souci technique, il ne fera pas partie de ce panel. Donc, M. Sow a parlé de l'enseignement avant que vous n'arriviez avec M. Falil Lucy qui a demandé à utiliser les langues
les langues nationales pour créer des outils permettant la compréhension des enjeux. C'est bien ça, M. Mohamed Ussi. Donc, l'enracinement des sciences et de la technologie dans toutes les sociétés. C'est un peu vers ça. Maintenant, ma question est, quelle forme de formation des sciences techniques, ingénieurs, mathématiques et autres, l'Afrique doit avoir pour enraciner véritablement le progrès à l'instar des continents comme l'Asie, comme a souligné Dr. Clay. Monsieur Mohamed Ussi. C'est moi, ok, oui, d'accord. Donc, on avait déjà commencé à discuter de ça. Bon, avant que je me lance, bonsoir à Monsieur Clay, qui vient de nous rejoindre, et que c'était très passionnant l'angle qu'il a aussi soulevé. Voilà, donc, pour cette implantation ou alors le développement des sciences en Afrique, je crois qu'il faut avoir évidemment en perspective les problèmes qui se posent en ce moment, qui sont des problèmes liés à cette démographie, des problèmes liés au changement climatique. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Pour faire un système voilà, qui soit viable, parce que sinon, on rencontrera toujours des problèmes au milieu de son implémentation. Maintenant, quelles sciences enseigner en Afrique? Bah, toutes. Et il ne faut surtout pas dire, voilà, on va enseigner ça et puis attendre que ça soit... Non, tout. Il faut que tout soit fait dans une certaine mesure, un petit peu en même temps. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de se surpasser même, mais comme a dit M. Kleib, par exemple, l'Asie a pu le faire. Et quand on retourne un petit peu en arrière, les situations n'étaient pas si différentes entre l'Asie et l'Afrique. Ils ont pu le faire après quelques années d'ailleurs, et ça c'était la transition en Asie a été peut-être les plus brèves de l'histoire du monde quand même. Il faut prendre des pays, je ne sais pas, comme la Chine ou le Japon, et comment ils ont, et la Corée du Sud par exemple, comment ils ont transité vers ce monde scientifique-technique extrêmement élaboré aujourd'hui. L'Afrique peut faire pareil parce que l'Afrique a de la jeunesse. Mais pour le faire, il faut que l'Afrique identifie les atouts et les opportunités et essayer de les mettre en contact. Aujourd'hui, on a des opportunités. Évidemment, avoir ces relations, d'ailleurs politiquement conflictuelles, mais qui sont scientifiquement des opportunités avec l'Occident, est une opportunité pour l'Afrique. Alors, politiquement, c'est autre chose. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne discute pas de la politique. Mais sur le plan scientifique, c'est un atout et il faut savoir l'utiliser. Maintenant, nos opportunités, nos atouts, pardon, je parlais d'opportunités tout de suite, mais bon, je suis en train de mélanger les deux. Maintenant, nos atouts internes qui n'ont rien, enfin, qu'on doit aussi mettre en valeur et qui doivent s'impliquer forcément, sans aucune concession d'ailleurs, ce sont nos atouts culturels. Parce qu'encore une fois, si on décide d'aller vers la science main nue, on reviendra main nue. Parce qu'encore, regardez le fonctionnement de notre école. Le fonctionnement de notre école, c'est de parler à des gamins qui ne comprennent absolument rien au français ou à l'anglais. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. Des gamins de 5-6 ans, et de vouloir leur apprendre à calculer dans ces langues-là. C'est totalement, je veux dire, c'est hallucinant d'ailleurs. Parce que ces jeunes-là savent déjà compter dans leur langue. Ils savent quand même processer de l'information dans leur tête. Parce qu'à la maison, on les envoie au marché. Ils font des petits trucs entre eux, en jouant, en faisant. Ils ont un vocabulaire énorme, 25 000 mots en moyenne quand même à l'âge de 6 ans. Et tout ça dans leur langue, ils savent donc processer de l'information, d'actionner leur rationalité. Ils savent déjà le faire.
Donc, une fois à l'école, il faut juste exploiter parce que c'est un atout. Il n'y a pas besoin de dépenser des années à leur réapprendre les mots dans une langue. Monsieur, si, sans vous couper la parole, veuillez m'excuser. Docteur, donc je vais directement passer à la question, parce que vous avez abordé une autre partie. Enseigner les sciences, par exemple sciences physiques, mathématiques, chimie, dans les langues nationales, comme au Japon, en Corée du Sud ou en Chine, c'est un début de solution pour vous, c'est ça, si je comprends bien. Un début de solution, mais c'est, en tout cas, dans mon analyse, c'est un passage obligé. Mais est-ce que ça permet de résoudre les problèmes concrets en Afrique? Parce que sans volonté politique, comme M. Sow a dit, est-ce que ça pourra marcher? Avant de passer à... Oui, d'ailleurs, ça viendra justement d'une volonté politique. Il faudra que le politique, parce que tout ça, c'est dans un contexte de pensée bien particulier. Il faut que le politique déjà sache identifier que ce système qu'on est en train de faire pourrait être repensé en mettant plus de l'Afrique dans l'école et en intégrant plus les atouts de la société dans cette école et qu'on peut utiliser cela pour aller à la conquête de la science. Donc ça, c'est déjà une sorte de pensée politique et de prise de décision politique. Une fois que ça s'est fait, évidemment, ça suit son cours. C'est un investissement. Et donc, il faut le voir dans les années à venir. Enfin, qu'est-ce que ce sera dans 15, 20 ans, etc. Mais il faut que ça soit entretenu et bien préparé. Merci beaucoup, docteur Si. Je vais passer à M. Sow. M. Sow, je vous connais personnellement et je sais que vous faites un travail remarquable, malgré que vous êtes beaucoup modeste. Parfois, je vous en veux pour ça. Ne pensez-vous pas que la pluridisciplinarité, comme vous l'avez énoncé, est gage de succès en Afrique si on l'énonce, et aussi par rapport au financement du progrès technique qui se pose? Il y a des instituts de recherche qui manquent, les moyens humains et financiers, n'en parlons pas, ça n'existe pas tellement. Il y a aussi la fuite des cerveaux. Par exemple, vous êtes statisticien ici, est-ce que vous avez envisagé un jour d'aller en Mauritanie pour développer vos compétences là-bas? Dans le développement, dans l'enseignement, que ce soit primaire ou secondaire ou dans la recherche fondamentale. Merci. Le micro, s'il vous plaît. L'active à ton niveau. Donc, excuse-moi, tu peux répéter la question? Je disais, ne vous pensez-vous pas qu'il est important de parler de pluridisciplinarité dans le contexte africain? Par exemple, vous travaillez avec des biologistes en tant que statisticien, vous travaillez avec des gens qui font de la recherche par rapport au social et autres. Donc, ne pensez-vous pas qu'il y a des instituts financiers, il y a des instituts qui manquent, il y a des moyens humains et financiers qui n'existent pas, mais aussi il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Bon, Mohamed aussi est anglophone, c'est brain quelque chose. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas un obstacle au développement? Est-ce que vous, personnellement, vous êtes un jour rentré en Mauritanie pour essayer de développer quelque chose? Voilà ma question. Donc, merci pour la question. Nous sommes dans un monde interconnecté. Par rapport à la fuite des cerveaux, je pense que c'est plutôt en flux. Donc, il y a des gens, ils partent, ils reviennent. Il y a des Français qui partent au Canada, les Américains qui viennent en France. Donc, les gens, ils bougent. Nous sommes dans un monde où les gens, ils bougent. Donc, je pense que c'est pas vraiment un problème. Parce que moi, je suis là, je travaille avec un chercheur de l'IMROP, Wan Moulay Mohamed, peut-être il a connu. Donc, c'est quelqu'un je travaille avec lui et il y a eu des collaborations entre l'IMROP et notre laboratoire. Donc, il a pu collecter des échantillons là-bas que nous avons analysés ici. Et on a aussi co-encadré ensemble une étudiante qui est en licence
Donc, je pense que ça c'est pas un frein. C'est pas un frein. Donc, par rapport au retour, pour développer les compétences, je pense il faut une volonté politique. Donc, il faut une volonté politique. Il faut faciliter ce retour. Donc, moi, Moulay, je le connais, il y a eu des affinités, on a discuté. Et à travers ça, on a eu la collaboration. Mais il faut vraiment qu'il y ait une structure qui essaie d'encadrer un peu ça. Je pense que je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de chercheurs de la diaspora qui vont aller à Nouakchott, qui collaborent ou qui donnent des cours à la fac. Mais il faut qu'il y ait une structure au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur ou au niveau du ministère des Affaires étrangères pour encadrer un peu ça au niveau d'une plateforme que les gens puissent encourager cette pluridisciplinarité, comme tu dis. Merci beaucoup, M. Sow, pour votre... Et par rapport au domaine qu'on devrait mettre en avant, par rapport à la question précédente, moi, je pense que les filières techniques, je pense qu'il faut si l'Asie a pu se développer, c'est parce qu'ils sont allés dans ça. Par exemple, moi, je pense qu'il faut l'algorithmique ou la programmation, c'est des choses qu'il faut commencer très tôt. Dès le primaire, par exemple, on peut commencer à apprendre aux enfants la logique et tout ça parce que le monde de demain, il sera dirigé par des gens qui ont l'information, les GAFAM et tout ça. Je pense qu'il faut aller dans ces filières et il faut qu'on essaie de rattraper notre retard dans ce domaine. Merci, M. Sow. Donc, l'Afrique doit rattraper son retard. C'est ce que vous dites. Ouais, et aussi, vous privilégiez qu'il y ait des chercheurs qui vont en Afrique et retournent. Merci beaucoup. Monsieur, Dr. Kleib, vous m'entendez, Dr. Kleib? C'est bon. Donc, vous avez... Oui, monsieur Sidibé, D'accord, je vais poser ma question. L'orientation essentiellement littéraire, est-ce que ça ne pose pas un obstacle à nos systèmes d'enseignement? Le système d'enseignement, on dit qu'il est littéraire, mais on sait évidemment, comme disait Pierre Bourdieu, que les sciences sociales sont les reines des appareils politiques et économiques et sociaux. Maintenant, s'il y a une volonté politique, est-ce qu'après, on ne peut pas faire un brassage entre les sciences pour donner à l'Afrique ce qu'elle mérite? La terre de l'Afrique, ce qu'elle mérite. Docteur Mohamed ici. Ok, désolé. Ok, donc, oui, je crois comme Mohamed Sow qu'on doit réformer aussi donc, le contenu de l'enseignement, même si j'ai développé un petit peu sur le contenant et le contenu de l'enseignement scientifique et d'introduire certaines choses dès le primaire, dès le bas âge en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Tenir en compte des nouveaux outils tels que il a bien parlé de l'algorithmique par exemple. Aujourd'hui, tous les jeunes doivent savoir faire ça. Hein, il y a il y a MIT qui avait mis en place un logiciel qui aide, par exemple, les jeunes dès 7 ans à aller dans la programmation. C'est le Scratch, je crois que Mohamed Sow connaît bien cette plateforme. Par exemple, ça, c'est un outil pédagogique qui permet, très ludique d'ailleurs, qui permet de... Et c'est complètement libre, en fait. Donc, voilà, ce sont ce sont des outils qui permettent d'établir quelque chose et dans leur formation technique et qui sont des domaines extrêmement importants
dans la vie d'aujourd'hui, parce que le domaine numérique est quand même incontournable, de la même façon qu'on utilisait, je ne sais pas, le stylo ou les calculatrices il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut savoir programmer ça, c'est obligé, surtout en Afrique où on doit vraiment savoir faire des calculs concernant des problèmes concrets que pose l'environnement. Merci beaucoup, Dr Mohamed Ussi. Vous avez souligné un point très important. Un professeur me disait à la fac que pour avoir un bon salaire, il faut savoir programmer en biologie. J'ai un peu rigolé. Dr Kleib, ma question est la suivante. Pensez-vous qu'en Afrique, on investit dans les domaines littéraires plutôt que les domaines scientifiques? Et aussi, vous, en tant que praticien neurochirurgien, comment pourrez-vous expliquer votre travail à votre enfant pour avoir une perception? Écoutez, merci parce que le débat est très passionnant et très passionné parce que moi, je me pose toujours une question, est-ce que dans l'avenir, il serait judicieux de continuer à apprendre aux enfants à écrire à la main parce que dans 10 ans, tout le monde aura une tablette et un clavier ou ne pas leur apprendre à taper vite en quelques secondes un courrier ou un texte au lieu de continuer à leur apprendre à écrire à la main. C'est une question que je pose au passage à Monsieur Si, qui semble bien connaître les sujets. Et je retourne à la question que vous m'avez posée. Nous, en neurochirurgie, nous avons énormément de difficultés, et surtout dans notre activité quotidienne, où la neurochirurgie demande beaucoup d'instruments, beaucoup de moyens et une bonne réanimation. Les ressources humaines existent. On a suffisamment de neurochirurgiens, plus d'une quinzaine, qui sont très, très compétents chacun dans son domaine. Mais le problème, c'est les moyens financiers, et comme dans tous les secteurs de la santé où les moyens ne sont pas destinés ou ne sont pas bien répartis selon les besoins. Et ce qui pose problème, et je parle de la Mauritanie, parce que je pense que tous les secteurs sont identiques et tous les pays de la région se ressemblent et ont les mêmes problèmes, c'est surtout dans des pays francophones qui n'arrivent pas à devenir assez indépendants dans la gestion de leurs projets, parce que les projets de recherche sont généralement des projets de recherche qui sont financés par des institutions occidentales. Et donc, ce qui arrive aux chercheurs est généralement que les 10 ou 30%. Et le reste, ça reste et ça retourne en Europe. Et je pense que nous, on doit s'orienter vers des modèles africains comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte ou le Rwanda comme selon le modèle Paul Kagame, où on doit s'orienter vers le modèle indien, celui de l'Inde qui a démocratisé et prolétarisé l'éducation et l'enseignement universitaire. Et l'essentiel, ce n'est pas de faire des universités dans les capitales ou de passer par une balkanisation ou de repartir des universités un peu partout, ce qui va diminuer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Tout développement et tout progrès technique passe évidemment par la recherche scientifique. Et la recherche scientifique demande un financement. Merci beaucoup, Dr. Kleib. En résumé, ce que l'on pourra retenir de vos interventions, c'est d'abord que l'Afrique perd ses cerveaux, en quelque sorte, même si c'est dommage, quelque part, parce que l'Afrique ne fournit pas assez d'efforts pour retenir l'intelligentsia, en quelque sorte. Parce que quand nous voyons un professeur du nom de Mamoussé Ndiaye disait que le développement n'est pas descriptif, mais il est normatif. Donc, le développement doit rentrer dans les us et coutumes, comme j'ai l'habitude de le dire. Monsieur Sow, quels sont les défis de l'Afrique face au progrès technique? Les défis sont
ils sont énormes. Donc, il y a la transition démographique qu'il faut gérer, transition climatique et surtout le numérique. Et je pense que les enjeux de demain vont surtout aller vers, ça tournera autour du numérique. Actuellement, il y a des entreprises, les GAFAM, qui collectent énormément de données sur nous. Ils connaissent ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on cherche sur Internet, nos préférences, nos choix et tout ça. C'est des gens qui ont le maximum d'informations sur nous. Donc, ces gens-là, demain, c'est eux qui vont c'est eux qui vont diriger, je pense. Hein, je pense que demain, c'est eux qui vont diriger le monde. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, c'est que ce serait bien j'ai insisté sur la formation technique. Les enfants, il faut les préparer. C'est ça les enjeux du monde de demain. Il faut qu'ils comprennent, par exemple, les outils qu'on utilise. On utilise beaucoup d'applications. Il faut qu'ils comprennent un peu comment ces choses marchent. Il faut former les gens, c'est la cybersécurité aussi. Il faut former les gens, il faut que les gens ils comprennent ces enjeux. Aussi, il faut réglementer tout ça. Il faut des juristes pour réglementer tout ça et puis s'inspirer. Par exemple, en France, il y a la RGPD, donc c'est la réglementation générale sur la protection des données privées. Donc, c'est des choses. Il faut que l'Afrique essaie de réglementer ces choses-là parce qu'il y a ces GAFAM qui collectent énormément de données sur nous. Et même les chefs d'État, ils n'ont plus de pouvoir face à ces grandes entreprises. Donc, il faut réglementer tout ça et je pense que l'Afrique, ce serait bien que un seul pays ne pourra rien faire, mais je pense que peut-être l'Union africaine devrait essayer de mettre un cadre pour essayer de réglementer ces grosses entreprises qui collectent des informations sur nous, qui savent beaucoup de choses. On est écouté. Tout à l'heure, Dr. Kleib parlait nos enfants, peut-être demain, ils ne vont pas écrire sur papier ou peut-être même, ils ne vont pas taper le clavier. Maintenant, ils sont en train de développer des choses, rien que tu peux communiquer avec la machine. Tout ça est enregistré. Tu peux dire quelque chose et puis le message, il est envoyé. Tu n'as pas besoin de le taper. Donc, on enregistre ces choses-là, on enregistre la voix. Donc, on peut t'identifier à travers ta voix et la reconnaissance faciale, nos caméras, on est là sur Zoom. Donc, toutes ces choses-là, je pense que l'Afrique devrait essayer de réglementer ça. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Je rappelle, Sow est docteur en statistique et il exerce à Bordeaux. Monsieur Mahamadou Sy, après avoir dit à Monsieur Sow quels sont les défis, à vous, quels sont les enjeux? Les enjeux sont énormes. On peut déjà remarquer que avoir une puissance scientifique et technique nous donne une puissance politique. Et ça, c'est extrêmement important dans ce monde. Alors, on n'a jamais vu un pays qui a une puissance scientifique et technique sans avoir aucune puissance politique. Ça n'existe pas. Et il n'existe pas un pays dans le monde qui a une puissance politique sans avoir une puissance scientifique et technique. Donc, les deux choses sont extrêmement corrélées, si d'ailleurs l'une n'implique pas tout simplement l'autre. Moi, je crois qu'une puissance scientifique et technique implique une puissance politique. Et par des voies qu'on n'a pas besoin vraiment de détailler, parce que je crois que tout le monde sait de quoi je parle. Et ainsi, si l'Afrique veut récupérer une certaine puissance politique, d'ailleurs, M. Sow a parlé de quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est ces GAFA-là qui se développent et qui ont anticipé d'ailleurs sur le rôle extrêmement important que joueront les données dans l'économie.
et qui sont en train donc de coloniser ce domaine-là. Enfin, il s'agit vraiment d'argent potentiel là-dessus. Et d'ailleurs, bon, ce n'est même pas potentiel, ils utilisent, enfin, ils vendent des données aujourd'hui même. Demain, ça sera autre chose encore. Et donc, il va falloir avoir une certaine puissance quand même politique au niveau de l'Afrique pour pouvoir gérer tout ça, sinon on n'aura rien du tout. Et pour avoir cette puissance politique, il nous faut donc ce développement scientifique et technique. Maintenant, si on me permet une seconde pour dire que, encore une fois, réinsister que pour avoir une puissance scientifique et technique, il faut vraiment, bien que vraiment on peut ne pas le croire, mais on peut penser que voilà, on peut être très fort en informatique ou en technologie, en robotique, juste en allant apprendre cela. Mais les plus forts en informatique et en robotique et quelque chose sont les plus forts en matière fondamentale, que sont par exemple les mathématiques. Il faut être un problem solver à un moment donné. Les gens doivent être formés techniquement, mais techniquement, c'est la résolution des problèmes. Il faut que si je pose un problème extrêmement théorique, il faut avoir quand même une bande de jeunes un peu partout qui peuvent enfin, s'en emparer et résoudre ce problème-là. C'est ça qu'on demande à la jeunesse africaine, d'être extrêmement active. Et les pays qui sont en voie de développement, tels que l'Inde, le Brésil par exemple, ce sont des pays qui s'investissent avec un flow que je ne pourrais même pas décrire dans ces domaines fondamentaux. Et M. Sow a dit, remarqué, par exemple, quand on va dans des séminaires, dans des conférences internationales, que, enfin, on ne voit que des jeunes, par exemple, qui viennent du Brésil, qui viennent d'Inde et tout ça, qui sont extrêmement investis dans des domaines extrêmement fondamentaux, pardon. Et donc, l'Afrique doit faire aussi pareil, comprendre que pour apprivoiser ces domaines techniques, il faut être très au point sur des domaines fondamentaux, tels que les mathématiques, voilà, et la physique théorique, tout cela. Et en ce moment-là, bah, voilà, le reste viendra. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est mon message. Il y a le docteur Kleeb qui essaie de se reconnecter, mais la connexion de Nouakchott fait encore défaut. On parle de progrès technique, et on n'a pas encore la fibre optique de l'autre côté. C'est vraiment dommage. Monsieur Sow, il y a quelqu'un qui vous pose une question. Bonsoir à tous. Pouvez-vous expliquer les paramètres ou les composantes de l'indice du bonheur? C'est Dja Abdul. Monsieur Sow. Le micro, s'il vous plaît. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est un indice qui englobe le PIB, plus l'indice du développement humain, mais aussi on peut avoir beaucoup de moyens et ne pas être heureux. On peut aussi avoir peu et être heureux. Par exemple, en Afrique, il y a des gens qui ont peu et ils se contentent de ce qu'ils ont, ils sont heureux. Donc, en fait, ça englobe un peu tout ça. Je ne sais pas si... Merci beaucoup pour vos brillantes réponses. Il y a Amadou Ly, que je salue de passage, qui est beaucoup intéressé sur tout ce qui concerne l'éducation, particulièrement en Mauritanie. J'ai eu à débattre avec lui sur RMI. L'Afrique est malade de son système éducatif. Il sera difficile de parvenir au progrès technique en Afrique sans repenser ce système. Nous avons une pléthore d'universités qui forment sans forcément donner les compétences requises. Ne pensez-vous pas qu'il faille réformer notre système éducatif en mettant l'accent sur l'enseignement technique et scientifique? Oui, mais il ne faut pas seulement former des machines à calculer. Il faut connaître les enjeux et les défis, mais aussi les perspectives. Quelles sont les perspectives? Monsieur So. Par rapport aux formations? Oui, les perspectives en Afrique, par rapport au progrès technique en général. Quelles perspectives pourrons-nous dégager?
Donc, par rapport à la question de Amadou, je pense qu'il y a, ces dernières années, il y a pas mal de formations techniques qui se sont beaucoup développées. Il y a eu des instituts techniques qui ont été mis en place, qui ont été mis en place. Et le problème surtout, je pense que c'est la pratique, parce que on forme les gens, même pour trouver des stages, les gens, ils ont des problèmes. On n'a pas de... On n'arrive pas à... Donc, il y a une inadéquation entre la formation et surtout l'emploi. Donc, les gens, ils sortent, ils ont même du mal à trouver des stages. Donc, je pense que ça, c'est un des problèmes. Et pour les perspectives, je pense que... comme je l'ai dit, hein, je pense que les formations techniques, les enjeux du monde de demain, il faut aller vers ces formations-là. Merci beaucoup. Monsieur Mahamadoussi, quelles sont les perspectives? Dans le cadre donc de ce sujet de progrès technique, tu veux dire. Les perspectives sont là. Alors, encore une fois, il faudra qu'on prenne en compte les grandes énigmes du moment. Les grandes énigmes du moment, donc, c'est cette démographie et ce changement climatique. Et ça combiné, on a vraiment un très grand souci à se faire. Qui dit changement climatique dit des conditions de vie qui seront extrêmement dures et peut-être même des aires géographiques qui ne seront plus habitables, en tout cas on aura beaucoup de défis à relever pour y habiter, et avec une démographie galopante, donc ça veut dire concentrer le plus de monde dans de moins en moins de surface, d'air habitable. Et toutes les conséquences sociales que ça peut engendrer. Et donc, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions dans toutes les branches de notre vie, en architecture, en génie civil, parce qu'il faut quand même ranger toutes ces personnes-là dans peu de surface et tout. En agriculture, il faut inventer des moyens pour faire face au climat qui va se présenter dans quelques années, et évidemment en numérique. Et donc, tout cela, ça se prépare et ça se planifie. On a peu de temps pour planifier tout cela. Et je crois que l'Afrique doit miser sur cette jeunesse et essayer vraiment de prendre maintenant au sérieux cette question scientifique, parce que moi je crois que on aura beau disserter sur je sais pas mal d'aspects du problème, le côté scientifique il est primordial dans cette affaire. Il y aura des problèmes concrets et on aura besoin de solutions concrètes. Voilà. Et donc, voilà, commençons à former maintenant. Je crois que c'était Amadou qui parlait donc d'universités qui formaient sans vraiment donner de la compétence. Ça, c'est un problème réel aussi. On constate quand même une sorte de chute des niveaux. Il suffit juste de tâter un petit peu le terrain pour le remarquer. Et ça, c'est extrêmement grave pour une jeunesse qui aura les commandes dans quelques années. Et là, je crois qu'il incombe quand même aux scientifiques africains de se mobiliser pour régler ce problème ou trouver des solutions. Il incombe aux chercheurs africains de dynamiser un petit peu la jeunesse qui est sur place
et d'essayer de les mettre en contact avec les problèmes concrets, avec des voies qui permettent de solutionner le problème. Encore une fois, pour moi, le principal point sera la voie technique. Donc, de former cette jeunesse techniquement. Si, par exemple, on est nombreux à nous associer aux collègues avec des collègues qui sont dans les universités africaines et d'organiser annuellement, ou en tout cas de façon périodique, de grandes séances de travail auxquelles des jeunes Africains d'un peu partout pourront participer, ça pourrait déjà faire une certaine différence. Ça peut pas pallier au manque, par exemple, des stages que M. Sow dénonçait tout de suite, mais ça peut quand même donner une sorte d'alternative et d'ouvrir des champs, etc. Donc, il faut dynamiser ce côté-là. Et ça, je crois que ça peut avoir un impact important et que d'autres pays aussi le font. Pas mal de workshops se font en Amérique du Sud et en Asie tous les ans. Et ce sont des chercheurs comme M. Sow ou moi-même qu'on invite là-bas et pour donner des mini-cours. Pour donner des mini-cours à une jeunesse qui est là et qui veut savoir quelque chose dans un domaine particulier. Donc, il va falloir qu'on essaye de le faire, même s'il n'y a pas encore une volonté politique sur place. C'est surtout ça. Donc, je ne veux pas m'étendre, mais je crois que c'est une étape primordiale, connecter les chercheurs africains aux jeunes Africains qui parfois manquent de formation ou d'opportunités de travail pour peut-être présenter des enjeux dans lesquels ils pourront même peut-être trouver des moyens de solutionner ce problème de manque de travail. Parce qu'une fois qu'on a des problèmes concrets ici et qu'on nous a munis de techniques pouvant les solutionner, on peut devenir, par exemple, entrepreneur. Et ça, c'est l'entrepreneuriat et l'autre pan des enjeux de notre futur proche. Et donc, pour moi, il y a un salut dans ce sens-là. Merci beaucoup, Dr Mamadou Faliloussi, je précise, qui est mathématicien-chercheur à l'Université de Virginie. Monsieur Sow, à vous la parole. Le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, je voulais juste rajouter par rapport au point intéressant entre l'interaction de tous les chercheurs des chercheurs expatriés et ceux qui sont sur le terrain. Et je pense qu'en 2013, j'avais participé à la rencontre des compétences et expertises mauritaniennes. C'était une rencontre qui avait regroupé, je pense, autour de 200 chercheurs de la diaspora et des experts au niveau national. Et c'était une rencontre qui était intéressante. On a vu des compétences variées, des chercheurs sont venus de partout. Et derrière, il y a eu des recommandations. Mais le problème souvent aussi, qu'il n'y a pas eu de suivi. Et ça, c'est un vrai problème. On initie des choses. Et je pense que c'était en 2013. Et en 2002 aussi, je pense qu'il y avait une rencontre comme ça. Et derrière, chaque fois, il n'y a pas de suivi. Donc, une fois qu'on initie ces rencontres, il faut mettre en place un groupe pluridisciplinaire, comme j'ai dit, des gens qui ont des profils variés et qui essaient de faire un suivi pour faire des rencontres un peu plus régulières. Donc, surtout, le problème, c'est le suivi. On initie chaque fois des choses, mais derrière, il y a un problème de suivi. Merci beaucoup. Il y a un problème de suivi, et ce qui fait que les projets n'aboutissent pas. En Afrique, très souvent, tout ce qui se fait dans le domaine des sciences, c'est des financements étrangers. Bon, personnellement, je ne crois pas à l'aide au développement. Je pense que pour se développer, il faut forger ses propres moyens, aller de l'avant. Docteur Kleb, ne pensez-vous pas qu'il y a un problème d'éthique? Et il y a Balou Fadé qui pose la question suivante: comment rendre un système éducatif, je pense qu'il veut être dynamique, quand on sait qu'il y a une inadéquation entre compétences, emploi, en forme pour chômer, dit-il.
les modèles éducatifs, il faut les diviser en des modèles. Soit vous voulez un modèle éducatif pour avoir une vision et un esprit ouvert et philosophique et critique. Et c'est cet esprit qui n'est pas très recherché dans les pays du tiers-monde et dans le nouveau modèle néolibéral. C'est plutôt, on recherche un système éducatif qui permet de donner des techniciens qui connaissent une compétence et qui auront accès rapidement au marché de l'emploi. Et donc, il faut savoir ce qu'on recherche par notre système éducatif. Est-ce qu'on recherche des personnes éveillées qui ont un esprit critique, qui peuvent aller le plus loin possible, où on recherche des techniciens qui connaissent une certaine tâche et qu'on va utiliser dans un certain domaine et qui vont se limiter à cette tâche tout le reste de leur vie. Ça, c'est un système éducatif qui est prôné par tous les néolibéraux. Par contre, le nôtre, celui dans lequel je travaille, où je suis enseignant à l'université L'Asriya de Nouakchott, a un énorme problème, et c'est le cas de toute la Mauritanie. Il y a un problème de bureaucratie, il y a un problème de documentation, il y a un problème de l'écrit. Et donc, s'il y a eu des rencontres, c'est normal qu'il n'y ait pas de suivi. Et la Mauritanie, le problème, c'est que ce qui manque le plus, c'est des gens qui font des projets de recherche, c'est des gens qui rédigent des projets de recherche et qui trouvent les financements ou les exécutent jusqu'à terme. Et c'est ça le plus difficile pour les Mauritaniens. Et ça ne s'apprend pas dans nos écoles. C'est l'organisation. Moi, je suis le fruit de l'éducation nationale républicaine et le fruit d'un ascenseur social de l'époque, dans les années 80, ce qui ne pourrait plus être le cas actuellement. L'enseignement a complètement changé. Il faut savoir que l'éducation actuellement pose un énorme problème. Les enfants ont l'air bourrés crâne, ils sont en surpeuplement dans les classes. Il y a le niveau des enseignants aussi, quand je parle du système éducatif primaire, collège et secondaire, il y a le niveau des enseignements, le suivi de l'enseignement, et ça pose un énorme problème pour l'avenir. L'autre chose, parce que je n'ai pas suivi tous les débats, et que je trouve vraiment passionné et très, très, très intéressant. Et je vous aurais en voulu si vous ne m'aviez pas permis de participer, M. Sidibé, à ce débat, surtout avec des enseignants, des chercheurs qui sont dans la diaspora, parce qu'en Mauritanie, c'est difficile de revenir en Mauritanie, parce que les Mauritaniens, on ne veut pas des gens de l'extérieur, on ne veut pas des gens qui viennent de l'extérieur, on ne veut pas des gens qui savent, et ça c'est un énorme problème. Il faut appeler un chat un chat. On ne veut pas des compétences en Mauritanie. Ici, il y a une hégémonie, et je l'ai dit de haute voix, il y a une hégémonie il y a une hégémonie d'une certaine catégorie de personnes qui monopolisent tous les postes de décisionnels et qui empêchent tous les autres de revenir et d'apporter leur pierre à l'édifice éducatif et au développement du pays. Alors que nous, quand on va à l'étranger, on est accueillis à bras ouverts, et qu'en Mauritanie, la première chose qu'on cherche, c'est d'éviter quelqu'un qui a des diplômes, qui a des compétences. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que vraiment, le pays a besoin de vous. C'est un combat, il faut revenir. Il est plus facile de lutter quand on est dans le système et sur le terrain qu'à l'extérieur. Et franchement, je pense qu'on a beaucoup de boulot devant nous. Et vous aussi. Pour Dr Kleb, il y a beaucoup de boulot. Il y a un problème formel, structurel et tutti quanti. Donc, il y a le professeur Abdelwadoud Wilcher, qui est un excellent anthropologue,
anthropologue de renommée, qui disait que nos États sont des structures boutiques. Des structures boutiques, c'est-à-dire que chacun vient, pioche et s'en va. Quelle est votre lecture en tant que scientifique de ces phénomènes? Est-ce que le progrès technique peut s'installer dans cette atmosphère? Monsieur Sow. Bon, je dirais non, parce que les enfants, ils s'inspirent, ils apprennent des adultes. S'ils voient que les aînés, ils sont là, ils piochent, c'est une culture qui va perdurer. Donc, chacun vient, pioche et s'en va. Et je ne pense pas que le progrès technique pourrait prospérer dans un milieu où il n'y a pas un minimum de sérieux. Je pense que c'est important. Monsieur Mohamed aussi. Oui, la même question, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, je pense comme Monsieur Sow, que ce sera en tout cas très difficile de se développer ainsi dans enfin, quoi qu'on dise quand même, l'État est le principal garant d'une formation scientifique aboutie dans un pays, parce que c'est l'État qui réglemente tout, qui finance, qui décrète des politiques et qui les suit. Si ça ne marche pas, si l'État ne fait pas ça, ou alors que l'État même, comme, bon, je ne dirais pas que M. Kleib je ne sais pas, a décrié l'État lui-même, mais ce qu'il a fait dans sa description précédente, c'était quand même de mettre en cause cette forme d'hégémonie qui est là, qui, pour ma part, aura quand même quelque chose à faire avec l'État en place, tout ça, et qui fait que, par exemple, voilà, on ne peut pas vraiment développer une science ou un système éducatif bien soigné, bien réfléchi, bien entretenu dans un pays comme ça. C'est pas possible. Et nous, en tant que Mauritaniens, bon, on peut parler, par exemple, quand on parle de savants mauritaniens à l'extérieur, et surtout qu'on est en ce moment-là de l'année, je pourrais, par exemple, parler de Ould Hamidoun, qui est un mathématicien mauritanien, pour moi, le plus grand de l'histoire. Mais pour M. Sow, peut-être, il aura d'autres exemples, mais pour moi, jusqu'à maintenant, en tout cas, à ma connaissance, le plus grand de l'histoire. Mais, enfin, dans un État qui se soucie, hein, tant soit peu de l'éducation, Monsieur Ould Hamidoun serait un exemple à vendre auprès de la jeunesse, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose? Voilà. Et en France, par exemple, moi, je ne sais pas, mais il n'est pas... Voilà, je ne serais pas étonné d'aller à Polytechnique et voir, par exemple, un amphithéâtre qui est nommé Ould Hamidoun, par exemple, ou un bâtiment nommé Ould Hamidoun. C'est possible d'arriver en France, de voir cela en France, je veux dire. C'est exactement ce que disait M. Kleib, c'est-à-dire que le système en place dans nos pays font qu'on est plus accepté et apprécié à notre juste valeur si on est scientifique ou chercheur à l'extérieur qu'au pays où on a beaucoup d'autres défis qui n'ont rien de technique, rien de scientifique, rien d'académique, mais juste des défis qui nous retardent, qui sont vraiment pas supposés être et qui sont là quand même pour nous retarder. Et tout cela fait que moi, je pense comme ça, dans un pays où comme tu le disais, l'État boutique est le principal, en tout cas, est la façon de s'organiser. Je ne crois pas vraiment à un développement scientifique rapide. Structure boutique, comme disait le professeur Abdelwadoud Oulcher. Un grand penseur africain disait la culture est le début
est la fin de toute chose. On nous a rabâché longtemps cette expression, mais on voit que nos cultures ne répondent pas nos cultures ne répondent pas aux exigences des temps modernes. Donc, aujourd'hui, on nous dit l'Afrique est un continent riche. L'Afrique n'est pas riche, l'Afrique a des potentialités. Et aujourd'hui, quels conseils donnez-vous aux jeunes pour exploiter cet ensemble de potentiel? Parce que l'Afrique a une population jeune. Dr. Clay. Tout ce qu'on peut demander aux jeunes, c'est après avoir pu leur fournir une éducation, les jeunes ont besoin de l'éducation et du travail. Donc, si les jeunes ont une bonne éducation et un travail, c'est la meilleure chose qu'on peut apporter à un pays pour éventuellement progresser vers un développement économique et vers un progrès technique. L'éducation et l'emploi. Dr. Clay, nous sommes à la fin. Monsieur Sow, un dernier mot? Un conseil aux jeunes africaines aussi. L'éducation, je pense qu'on ne peut pas se développer sans éducation. Et il faut aussi des modèles. Mohamedou, mon collègue en a parlé. Il nous faut des modèles, il nous faut des références. Donc les jeunes, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de références. Et l'éducation, c'est la base, et surtout l'éducation de base aussi, je pense que c'est important. Et il faut investir dans l'éducation. Le sous-développement, ce n'est pas une fatalité. Et Mohamedou a parlé de l'Asie, il y a la Corée. Il y a la Corée qui a réussi à faire un bond énorme. Et donc, je pense que nous pouvons y arriver aussi. Merci beaucoup, M. Sow. M. Mohamedou aussi, un dernier mot? Oui, tout d'abord, j'étais très ravi de venir ici et de discuter avec toi et avec Dr. Clay et Mohamed Sow. Voilà, ce que je dirais à la jeunesse africaine, c'est de vraiment, voilà, bon, déjà, il faut avoir une grande confiance en eux-mêmes. Et pour cela, il faut pas céder devant donc tous ces discours fatalistes, victimistes, accusateurs, tout cela. Il faut vraiment dépasser ça. L'objectif numéro 1 est de reprendre notre vie par nous-mêmes. Enfin, il faut qu'on ait le contrôle de cela. Et maintenant, il faut faire donc tout ce que d'autres ont déjà expérimenté et qui a marché. Il faut investir le côté technique. Il faut être extrêmement fort techniquement. Maintenant, quand on dit ça comme ça, il faut savoir que pour développer la technique, il faut vraiment être très sourcé culturellement par les racines et tout cela. Ça, il faut que ça soit vraiment clair que, voilà, il faut avoir tellement de confiance en soi pour pouvoir s'octroyer même la possibilité de pouvoir agir sur le monde, parce qu'il s'agit de cela, agir sur le monde. Et donc, j'encourage tous les jeunes Africains à se connaître mieux, leur culture, penser que sa culture n'est pas à la hauteur de tout ça et tout ça, est fruit d'une certaine, certaine philosophie malheureusement installée par différents courants dans le passé. On ne peut pas revenir là-dessus. Il faut tout ça raser et revenir sur sa culture. Vraiment, je veux dire, sentir sa culture, la vivre, l'utiliser, la respecter, sa culture, sa langue et tout cela, se ressourcer de l'histoire africaine, de nos pays, voilà, on ne manque pas de cela. Et voilà, de se dire qu'on est équipé pour aller à la conquête de la science et de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, comme les ancêtres l'ont fait, quels que soient leurs échecs par-ci, par-là, mais qui n'a que des ancêtres qui ont tout et partout réussi. Personne dans le monde. Voilà, chacun a été colonisé à un moment donné, a été battu à un moment donné, etc. Et après, le monde voilà, continue. Voilà, la France a été colonisée.
l'Allemagne a été colonisée, les États-Unis aussi, etc. Aujourd'hui, c'est des puissances mondiales. L'Afrique a été colonisée. Il faut se ressaisir et penser que voilà, c'était la honte de l'histoire. Et maintenant, on a la responsabilité de faire en sorte que ces choses-là ne puissent plus jamais, en tout cas pas tout de suite, arriver de nouveau. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ussi. Je rappelle qu'il est chercheur à l'Université de Virginie aux États-Unis. Docteur Kleib, un dernier mot, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît. Merci, M. Sidibé, de m'avoir associé à cette soirée très agréable et très enrichissante et de m'avoir donné l'opportunité de connaître des personnes et assez intéressantes intellectuellement et humainement. Je vous remercie pour cette soirée une deuxième fois. Et je dirais que le progrès scientifique en Afrique demande plus de fixer des objectifs essentiellement que nous allons fixer nous-mêmes et ensuite compter sur un projet politique. Il faut que les politiques suivent aussi, nous suivent dans nos ambitions des chercheurs et des scientifiques. Et si cette volonté n'est pas là, je pense que tous nos rêves doivent et vont attendre assez longtemps. Les deux points et les deux critères sur lesquels j'insiste souvent, l'éducation, le savoir et surtout l'égalité sociale. Et si malheureusement, je parle toujours de la Mauritanie parce que je suis déjà en Mauritanie, on est essentiellement victime de ce qu'on appelle le principe de Peter qui existe dans les systèmes des organisations. Et je pense que il faut continuer le combat jusqu'au bout, un combat évidemment pacifique pour que la Mauritanie et l'Afrique prospèrent ensemble. Je vous remercie infiniment. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de Perspective Afrique. Nous sommes contents d'avoir fait ce débat, ô combien important, comme dirait le président de Perspective Afrique, qui malheureusement n'a pas pu assister par souci technique. Je rappelle la fameuse phrase du professeur Cheikh Sadibou Kamara qui disait « L'éducation est socle et fondament de toute chose. L'éducation est socle et fondament de toute chose. » Et je rappelle, comme nous sommes dans le mois de mars, il disait aux jeunes filles, de nos jours, le premier mari d'une femme, c'est son salaire. On aura besoin de femmes scientifiques également en Afrique. Et je finis par Cheikh Anta Diop qui disait « À formation égale, la vérité triomphe. » Le professeur Kleib a demandé plus de justice sociale. Jeunes Africains, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Merci à vous. Bonsoir. Merci.